Bonjour et bienvenue dans cette capsule où je vous montre comment analyser et optimiser votre site web e-commerce. Donc, première chose que je vous montre ici, puis c'est pas pour vous faire peur, mais c'est dans le fond la meilleure façon en fait d'identifier les opportunités d'amélioration, c'est de passer à travers d'un petit processus qui ressemble à ça ici. Puis inquiétez-vous pas, on va passer à travers chaque étape ensemble, puis je vais vous expliquer de quoi il en ressort. Mais pour moi, la façon la plus simple d'identifier les opportunités d'amélioration, c'est de partir du point A puis de cheminer à l'intérieur pour de vraiment identifier c'est quoi les éléments qui sont positifs sur votre site web, donc auxquels vous n'avez pas besoin de remédier, et c'est quoi les opportunités réelles d'amélioration, c'est quoi les éléments qui font en sorte que, vos clients peut-être convertissent pas ou vous n'avez pas des clients récurrents, des clients fidèles. Donc, c'est les éléments là que je vais vous aider à venir analyser. Donc, première chose qu'on va vouloir analyser ou première question qu'on va vouloir se poser, puis en fait, ça part toujours par analyser nos données, hein, donc de regarder à l'intérieur de nos statistiques sur Shopify, par exemple, ou un autre CMS, de regarder vos statistiques puis de vous dire, votre trafic mensuel, donc ça, c'est la première question que vous devriez vous poser. C'est quoi votre trafic mensuel? Est-ce que vous êtes à plus de 1000 en termes de visiteurs, de trafic mensuel, ou vous êtes à moins de 1000? Si vous êtes à moins de 1000, c'est probablement votre première opportunité. Donc, avant même de commencer à parler de conversion ou de fidélisation, on doit régler le problème de trafic. Donc, on doit générer plus de trafic. Pourquoi? Deux éléments, parce que de un, ça va nous aider à avoir des meilleures statistiques pour analyser la conversion. Parce qu'à moins de 1000 visiteurs, ça va être difficile de tirer des conclusions au niveau de c'est quoi qui empêche les gens de convertir. Puis aussi, deuxième chose, c'est que, pour avoir des acheteurs, ça prend déjà des visiteurs. Donc, si vous êtes à moins de 1000, considérant un taux de conversion d'à peu près 2% en moyenne, ça va être difficile, là, c'est sûr, d'avoir des ventes si vous êtes à moins de 1000 visiteurs par mois. Donc, si vous êtes à moins de 1000 visiteurs par mois, c'est là où je vous suggère de mettre en place des stratégies pour générer plus de trafic sur votre site web. Un petit rappel au niveau du trafic. Donc, j'ai décortiqué ces éléments-là dans la capsule sur le trafic comme mesure de votre site web. Mais le trafic, c'est vraiment le nombre de personnes qui accèdent ou le nombre de visiteurs que vous avez par mois. Donc, ça, c'est vraiment, puis je le mentionnais dans la capsule, c'est la première étape du cycle de vie client. Donc, sans avoir cet élément-là, sans avoir un trafic qui est suffisant, c'est difficile par la suite de convertir des clients. Donc, comment on augmente le trafic? Puis je vous parlais tantôt dans mon petit flowchart, là, de mettre en place des stratégies pour augmenter le trafic, donc des stratégies promotionnelles. C'est ça, pour augmenter le trafic, puis on va se parler de différents types de stratégies promotionnelles, mais c'est d'être capable déjà d'avoir une meilleure compréhension de notre public cible. Donc, c'est quoi qui fait en sorte que les gens atterrissent sur notre site web? Est-ce qu'il y a certaines plateformes qu'ils utilisent plus que d'autres? Est-ce qu'ils sont plus sur les médias sociaux? Est-ce qu'ils écoutent des podcasts? Donc, d'avoir une compréhension de notre public cible, c'est quoi les meilleures façons de se faire connaître auprès de ce public cible-là. Donc ça pourrait être une avenue, une solution. Évidemment, d'ajuster nos stratégies en fonction de ces habitudes-là. D'investir plus en publicité, ça pourrait aussi vous aider. C'est sûr que c'est pas toutes les entreprises qui ont un budget supplémentaire à investir en publicité. Donc, des fois, ça passe par justement de réajuster, c'est quoi les canaux sur lesquels on fait de la publicité, mais des fois, ça peut être d'injecter tout simplement plus de dollars en publicité. D'avoir une plus forte présence sur les médias sociaux, donc c'est sûr que plus de visibilité va vous emmener plus de trafic. Hein? C'est logique. De faire affaire aussi avec des influenceurs, donc ça peut venir augmenter encore une fois votre visibilité, votre notoriété de marque. Donc s'il y a des gens qui suivent ces influenceurs-là, qui n'ont jamais entendu parler de votre produit, ça peut générer du trafic sur votre site web. D'améliorer aussi le SEO. Donc, on a parlé dans la capsule sur le SEO que, dans le fond, les résultats de recherche sur Google génèrent beaucoup de trafic sur un site web si vous êtes en mesure de bien cibler vos mots-clés qui vont conduire des gens intéressés par votre produit sur votre site web. Donc, ça, c'est en améliorant votre SEO, en optimisant certains mots-clés ou certains contenus sur votre site, vous allez être en mesure aussi d'augmenter le trafic. Donc ça, c'est des exemples de façon d'augmenter le trafic, mais évidemment, toutes les stratégies promotionnelles dont on va parler dans les prochaines capsules vont aussi être des façons efficaces d'augmenter le trafic sur votre site web. Donc, quand on a un trafic qui est en bas de 1000 visiteurs par mois,
ben ce qu'il faut regarder, c'est vraiment comment je fais en sorte de mettre en place des stratégies promotionnelles supplémentaires pour attirer des gens sur mon site web. Si on est à plus de 1000 visiteurs mensuellement sur notre site web, ben la deuxième question à se poser, puis là déjà, il faut se donner une petite tape sur l'épaule parce que c'est une bonne chose d'être à plus de 1000 visiteurs sur notre site web, donc félicitations, hein? Ça c'est la première chose à souligner. Puis là, ben, ça vous emmène vers la deuxième question qui est, ben, c'est quoi votre taux de conversion? C'est quoi votre pourcentage de conversion? Puis là, je vous emmène ici pour explorer cet élément-là un petit peu plus en détail. Donc, votre taux de conversion, si vous êtes à moins de 2%, ben, ce qui est intéressant ici, c'est de déterminer à quel endroit, à quelle étape les clients quittent. Hein? Si on est à moins de 2%, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche les gens de passer à l'achat, que ce soit une expérience sur votre site web ou que ce soit, bon, et finalement, ils ne trouvent pas votre produit intéressant ou trop cher. Donc, il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte, mais il faut être en mesure d'identifier à quelle étape ces clients-là quittent votre site web ou finalisent pas leur achat finalement. Donc, un petit rappel sur le taux de conversion, hein, puis encore une fois, on l'a vu dans la capsule sur le taux de conversion. Donc, le nombre de visiteurs qui sont convertis en acheteurs. Donc, de tous les gens, si vous avez, par exemple, 1000 visites sur votre site web, bien, il y en a combien de ces 1000 visites-là qui finissent par acheter, donc qui passent à l'achat. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette information-là au niveau du taux de conversion? Bien, justement, c'est de comprendre à quelle étape les consommateurs quittent notre site. Avant, est-ce que c'est avant de mettre un item dans le panier? Après, est-ce que c'est pendant le processus de paiement? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc ici, encore une fois, je vous décortique un petit peu plus en détail. Là, on était rendu à quelle étape les clients ils quittent. Donc si, comme je le mentionnais, ils quittent avant d'ajouter un item au panier, ou au moment d'ajouter un item au panier, ben il y a quelques éléments que vous pouvez mettre en place pour vous assurer d'optimiser leur expérience à cette étape-là. Donc, de s'assurer, par exemple, que votre site web soit mobile friendly, hein, s'ils ont de la difficulté à trouver vos produits ou à lire l'information qui est sur votre site web parce qu'ils sont sur leur téléphone cellulaire, ben c'est sûr qu'ils vont pas passer à l'achat. D'offrir des options de livraison intéressantes, des promotions, d'optimiser aussi vos pages produits. Donc, encore une fois, c'était vraiment au niveau de rendre la vie facile à votre client pour trouver l'information qu'il cherche. Hein. Donc, à la base, là, le client a un besoin, un problème, et votre produit sert à combler ce besoin-là ou ce problème-là. Donc, d'optimiser les informations que vous donnez à votre client, ça va vous aider là, à avoir des ajouts au panier. Ajoutez aussi une option clavardage, donc au cas où que ce client-là ait des questions en cours de route, est-ce qu'il y a quelqu'un vers qui il peut se tourner pour poser ces questions-là ou est-ce qu'il va juste quitter parce qu'il trouve pas l'information qu'il cherche ou la réponse à sa question? D'ajouter aussi, par exemple, un pop-up avant que le client quitte votre site web. Donc ça, c'est si vous utilisez une plateforme, par exemple, pour générer vos pop-ups sur Shopify, bien, vous avez ce qu'on appelle des intent-based pop-up, donc des pop-up basés sur l'intention. Et une de ces intentions-là, c'est de quitter le site web. Donc, quand le client fait des mouvements avec sa souris qui démontrent une intention de quitter le site web, on peut activer un pop-up pour y donner, par exemple, une promotion ou des informations supplémentaires. Deuxième élément qui pourrait arriver, c'est que, bon, le client quitte, il a peut-être ajouté quelque chose à son panier, mais il a pas entamé l'étape de passage à la caisse. Donc, peut-être que ça sous-entend que, ben, il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent dans son panier, par exemple des frais de livraison, hein, des frais auxquels il s'attendait pas. Donc, ça, c'est de les éviter, de les supprimer, de donner encore une fois l'information transparente au client. D'utiliser des notifications de panier abandonnées, par exemple. Donc, il y a peut-être une raison, peut-être qu'il était sur son heure de lunch au travail, puis sa pause est terminée, puis il est retourné travailler, puis il a oublié les choses qu'il avait ajoutées à son panier. Donc, d'utiliser justement les notifications de panier abandonnées, ça pourrait être intéressant pour récupérer ce client-là ou y rappeler qu'il y avait des éléments dans son panier. Des promos automatiques dans le panier aussi, donc s'il achète plusieurs items, peut-être que vous pouvez automatiquement ajouter une promotion ou un rabais pour l'inciter à continuer son achat, donc ça pourrait être une surprise agréable. Rappelez aussi le rabais qu'il a obtenu, s'il a déjà obtenu un rabais, donc ça, des fois on oublie ça, là, de signaler très concrètement dans notre panier, ok, ben ce produit-là est en spécial, donc le prix régulier est de X, puis tu l'as à un prix réduit, donc ça c'est des choses qui sont intéressantes pour le
client. Puis de peut-être rappeler aussi les avantages du produit ou les avantages de faire affaire avec votre entreprise. Donc, il y a des entreprises qui ajoutent des informations dans leur panier d'achat qui sont au niveau de, bon, pourquoi faire affaire avec eux, c'est quoi les délais d'expédition, c'est quoi les politiques de retour. Donc ça pourrait aussi être quelque chose à indiquer dans le passage à la caisse. Et s'ils quittent quand ils ont déjà entamé leur passage à la caisse, mais ils n'ont pas terminé leur transaction, donc ça veut dire qu'à quelque part à l'intérieur du processus de soit d'entrer ses informations, sa carte de crédit, etc., de choisir les délais de livraison, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ces étapes-là qui a mal été ou qui a découragé votre client. Donc, c'est de vous poser encore une fois cette question-là, puis de peut-être mettre en place des choses qui vont aider ou encore une fois simplifier l'expérience de vos clients pour qu'ils finissent la transaction. Donc, d'utiliser des formulaires qu'on appelle autofill ou autocomplete. Là. Donc, quand vous entrez, par exemple, vous commencez à entrer votre adresse puis que ça se complète automatiquement avec les informations de Post Canada ou de Google. Donc, ça pourrait être une chose qui simplifie la vie à vos clients. D'utiliser aussi un Easy Checkout. Donc, par exemple, si vous avez des modalités Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Shop Pay, etc. Donc, qui complètent automatiquement, oui, l'information d'expédition, mais aussi l'information de paiement. Donc, ils n'ont pas besoin de rentrer leur numéro de carte de crédit. Ça peut simplifier aussi. Offrir le checkout en tant qu'invité, c'est pas tout le monde qui veut mettre toutes leurs informations, donc essayez de simplifier le plus possible ou de pas exiger de créer un compte de client. Donc, il y en a qui veulent pas commencer à paramétrer un mot de passe, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent freiner aussi les clients dans le checkout. Supprimer les distractions. Donc, à cette étape-là, ce qu'on veut, c'est un check-out le plus fluide possible, le plus rapide possible. On veut simplifier la vie du client. D'ailleurs, c'est pour ça que chez Amazon, ça fonctionne extrêmement bien, parce que toutes vos informations sont déjà sauvegardées. Il vous suffit juste d'ajouter quelque chose à votre panier, de cliquer sur acheter, puis tout se fait tout seul. Donc, on voit que le moins il y a de friction dans cette étape-là, mieux ça va être pour encourager vos clients à finalement terminer leur transaction puis passer à l'achat. De rendre des politiques de retour visibles, je l'ai mentionné aussi à l'étape de passage à la caisse, puis de renforcer l'aspect sécuritaire aussi de votre processus de paiement, donc de faire en sorte d'inspirer confiance aux clients pour qu'ils sentent que bon, les informations que je suis en train d'entrer au niveau de ma carte de crédit vont pas être partagées ou vont pas être piratées, donc ça c'est des éléments qui peuvent faire une différence. Donc, comment augmenter la conversion? Ben c'est ça, j'en ai déjà mentionné quelques-uns, mais c'est vraiment au niveau d'améliorer le UX, au niveau d'améliorer toute l'expérience de votre client. Donc, ça peut être fait en faisant des tests, en changeant quelques éléments, puis en regardant si ça a un impact sur le taux de conversion, de s'assurer que vos clients aient toute l'info qu'ils ont besoin, d'augmenter la qualité des visuels, de simplifier le passage à la caisse, et peut-être qu'on va vouloir mettre en place des stratégies de upsell ou de cross-sell. Donc, on va s'en parler au niveau des stratégies promotionnelles, mais des stratégies de upsell, cross-sell, c'est dans le fond de proposer plus de produits ou de proposer des produits complémentaires à la personne qui est dans son panier d'achat ou durant son processus de passage à la caisse. Là. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez mettre en place également. Puis évidemment, vous avez aussi, j'ai fait une capsule sur les tactiques de conversion, donc le Conversion Rate Optimization, donc le CRO. Si vous voulez écouter cette capsule-là, il y a plus d'informations au niveau de l'optimisation de la conversion. Ensuite de ça, donc, étape finale, là, quand on a passé le cap de la conversion, si vous êtes à plus que 2% de conversion en moyenne, là, puis là, encore une fois, vous pouvez aller regarder les informations précises sur votre industrie. Normalement, c'est de l'information que vous pouvez trouver, là. Donc, différentes industries ont aussi différentes moyennes de taux de conversion. Par exemple, là, dans l'industrie de la mode, les taux de conversion sont beaucoup plus bas. Il y a certaines autres industries que ça peut être plus haut que 2%. On peut atteindre le 3 à 4% de moyenne. Mais de façon générale, en e-commerce, si vous êtes à plus de 2%, vous avez un bon taux de conversion. Donc, la prochaine question ici à se poser après s'être félicité un petit peu encore une fois, c'est c'est quoi le taux de clients récurrents? Donc, une fois qu'on a passé le cap de la conversion, ce qu'on veut, c'est de créer des opportunités récurrentes pour les clients d'acheter. Donc, de créer des clients qui sont fidèles, qui font pas juste acheter une fois puis plus jamais. Donc, c'est vraiment de regarder le taux de clients récurrents. Puis, ce qu'on essaie de favoriser de façon générale, c'est des clients récurrents qu'à peu près 20% de vos clients soient des clients récurrents. Donc, ça veut dire que 80% seraient des clients non récurrents. C'est sûr que d'augmenter ce chiffre-là, ça permet de générer encore plus de succès pour votre entreprise, de vente pour votre entreprise sans avoir à investir
tout cet argent-là en publicité, mais à un taux de 20%, là, on dit que c'est un taux qui est acceptable. Donc, si vous êtes à moins de 20%, ben c'est là où je vous conseille d'évaluer vos processus, peut-être de service à la clientèle, d'évaluer vos méthodes de fidélisation, d'évaluer, bon, c'est quoi l'expérience post-achat de vos clients. Donc, une fois qu'ils ont passé la commande, est-ce qu'ils reçoivent un courriel de confirmation? Est-ce qu'ils reçoivent un numéro de tracking pour identifier quand est-ce que leur colis va arriver à la maison? C'est quoi l'expérience de déballage de leur colis? Donc, il y a plusieurs éléments au niveau de l'expérience post-achat. Puis ensuite aussi au niveau de, bon, est-ce que vous avez des programmes de fidélisation en place? Est-ce que vous avez, je sais pas, vous offrez des récompenses si les clients réfèrent quelqu'un d'autre? Donc, c'est des éléments là auxquels on peut penser plus en termes de fidélisation puis en termes de loyauté client. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur l'analyse puis l'optimisation de vos sites web e-commerce. Puis comme d'habitude, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir de vous aider.